voulez sortir de l'euro, mais pas de l'Union européenne. Et puis quand on fait une conférence qui s'intitule Sortons de l'Union européenne, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, vous voulez sortir de l'Union européenne, mais pas de l'euro ». Bon, donc c'est plus simple, à mon avis, plus clair, de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Sur la différence entre les deux, il y a évidemment la possibilité d'être membre de l'Union européenne sans faire partie de la zone euro. Mais l'inverse est vrai également. Il y a un cas, c'est la Macédoine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui est dans la zone euro. C'est une bizarrerie, et un certain nombre de gens s'appuient sur cet exemple bizarre pour dire, vous voyez bien qu'on peut, et vous, en fait, vous n'êtes pas clair. Enfin bon, voilà, je ferme la parenthèse. Si on dit il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est clair et on n'est plus pollué par ce genre de questions. Ok, très bien. Donc, vous ne partirez pas sans votre tract avec une possibilité de faire signer ici, et il y a même des feuilles en plus pour avoir plus de signataires. Voilà. Toutes ces feuilles étant disponibles sur le site en question. Dont voilà, qui s'appelle le référendum 2025.fr. Le mais enfin tout est marqué là-dessus. Alors je vous conseille quand même, je vous invite à aller voir sur le site parce qu'il y a beaucoup d'autres documents, des textes, justement des textes de fond des uns et des autres, des vidéos. Il y a aussi les signataires, puisqu'on peut signer en ligne. Il y a plus de 500 signataires aujourd'hui, et il faut évidemment élargir cette campagne. Si vous êtes adepte ou pas adepte, mais en tout cas utilisateur de guillemets réseaux sociaux, voilà, je ne ferai de pub à personne, mais en ne les citant pas nommément, mais vous voyez, partager, liker, bref, etc. Et parler partout, tout le temps. Voilà, c'est indispensable parce que la question est taboue. Pour faire sauter les tabous, faut parler. Voilà. C'était le docteur Michou à votre écoute. Bon, alors on va commencer les interventions et on commence par déjà j'ai oublié Fadi. J'ouvre le bal. Merci. Tu ouvres le bal, absolument. Donc Fadi Kassem du PRCF. Oui. Effectivement, le pôle de renaissance communiste en France est engagé dans cette campagne. C'est pas une nouveauté, puisque je rappelle quand même que le pôle de renaissance communiste en France a été fondé le 18 janvier 2004, et notamment sur le discours de sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. En tant que communiste, nous ne pouvons pas spécialement apprécier ce fantastique ordre, parce que c'est au-delà d'un système, de l'ordre, qui mène à la misère et à la guerre. Justement, d'ailleurs, c'est l'un des thèmes centraux dans le cadre en fait de la campagne que nous menons, à savoir nous portons notamment le slogan Europe Atlantique ou Monde Pacifique, il faut choisir. Parce qu'en fait, on en est là, on en est clairement là. Et l'Union européenne, avec son bras armé monétaire, son bras armé militaire, est en réalité un des moteurs majeurs du chaos de la guerre vers laquelle on veut nous amener, très concrètement. C'est d'ailleurs, encore une fois, sur ce thème-là, en partie, que nous allons vraiment mener la campagne. Parce que il faut vraiment insister sur le fait que, en réalité, que ce soit Emmanuel Macron ou ailleurs en Europe, vous pouvez prendre Olaf Scholz qui a dégagé littéralement, vous pouvez prendre des tas d'autres gouvernements qui sont en réalité contestés, au point qu'en Roumanie, signalons-le, on en arrive à faire annuler des élections, quelle que soit par ailleurs la nature du candidat. Là n'est pas la question. Mais on en arrive à faire annuler des élections dorénavant. On est dans cette situation. Eh bien, pourquoi ? Parce que
nous assistons à une fuite en avant. Nous assistons à une fuite en avant qui tend vers la guerre et qui, au passage, fait le jeu de ce que nous appelons la fascisation, c'est-à-dire les attaques contre, en particulier, les forces progressistes et spécifiquement communistes, mais pas seulement. Bon, bref, tout le désordre auquel nous assistons et qui débouche sur la répression des mouvements sociaux, des syndicalistes de combat, des travailleurs, un petit peu partout. Regardez par exemple, si on prend ces derniers mois, comment les agriculteurs ont été très maltraités en France, et pas qu'en France d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Et la guerre, c'est finalement la fuite en avant ultime. C'est la fuite en avant ultime. Souvent, on compare la situation à l'heure actuelle, ça dépend qui est ce on, mais on entend souvent des comparaisons du type, là on est comme à l'avant 39. Alors donc il y aurait les Munichois, qui seraient en fait dans le camp de Poutine, je sais pas quoi, et puis en face il y aurait donc les héros de la démocratie, etc. La réalité, c'est qu'on est dans une situation qui ressemble beaucoup à celle de 1914. Littéralement. Et d'ailleurs, si vous prenez le discours d'Emmanuel Macron du 5 mars dernier, c'est un appel à l'union sacrée, pour aller faire la guerre. Et de ce point de vue, et j'insisterai un tout petit peu sur cet aspect-là dans mon intervention, il est regrettable que des états-majors syndicaux ou de partis dits de gauche se rallient à cette union sacrée. C'est regrettable, et c'est pour ça qu'il faut vraiment insister aussi sur cet argument, parce que vous l'entendrez. Ah oui, mais quand même, Poutine, machin, etc., qui d'ailleurs n'est pas du tout notre tasse de thé, ne l'a jamais été politiquement, ça risque pas, puisqu'il pourchasse aussi les communistes en Russie. Avec la guerre, c'est un peu différent, mais en tout cas, avant, c'était clairement le cas, et ça continuera certainement après. Mais pour autant, la situation, en réalité, je répète, nous sommes bien à 1914. Or, la réponse à 1914, ça a été 1917, en ce qui nous concerne. C'est une réponse qui est très claire, c'est celle de la mobilisation de tous les travailleurs, ouvriers, paysans, à l'époque soldats évidemment parce qu'il y avait la guerre. Tout à l'heure on parlait de militaires d'ailleurs qui ont signé également notre appel. Oui, c'est ça en fait, c'est le peuple souverain qui se révolte. Qui se révolte, pourquoi ? Parce que tout simplement on ne veut pas mourir à la guerre. Déjà on ne veut pas faire la guerre, mais en plus on ne veut pas y mourir accessoirement. Surtout que cette fois-ci, contrairement à 1914, la guerre, celle devait avoir lieu, inutile de vous dire qu'elle utiliserait d'autres armes que celles de 1914. Et à ce sujet, il faut quand même signaler les propos toujours aussi inquiétants de celui qui est à la tête de la France, qui désormais veut étendre quand même le parapluie nucléaire potentiellement à l'échelle européenne, pour se substituer, ou du moins pour faire le très bon complément, à l'OTAN, qui par ailleurs exige que l'on augmente les frais de dépenses, les dépenses à 5% de la richesse nationale. Bon. Ça doit être vraiment un élément majeur de notre combat. C'est pour ça que nous insistons aussi sur la mobilisation pour le 8 mai. Parce que là, clairement, c'est la fuite en avant vers la guerre. Et c'est une fuite en avant, alors, qu'on peut qualifier de folle, de tout ce que vous voulez. En même temps, nous avons des illuminés à la tête de notre pays. Des illuminés, c'est-à-dire des personnes qui, certes, peuvent être folles, mais qui sont aussi, c'est ça le plus grave, convaincues de ce qu'elles racontent ces personnes. Ces personnes-là sont convaincues de ce qu'elles disent. Quand elles disent que nous allons encore plus armer le régime de Kiev, qui, rappelons-le, quand même s'appuie sur de magnifiques milices nostalgiques du Troisième Reich et de Stepan Bandera, un massacreur de juifs ukrainiens et de communistes aussi d'ailleurs, ils ne le voient pas ça, ils s'en fichent. Eux, ils sont convaincus qu'ils défendent la démocratie contre l'ordre totalitaire, etc. Alors qu'en réalité, nous sommes dans une situation où l'ennemi principal est dans notre propre pays, d'une part, et d'autre part, l'ennemi principal, c'est l'axe UE-OTAN. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il s'agit d'idéaliser le reste du monde, loin de là. Mais enfin, les BRICS, au moins, ils mènent le combat contre l'ordre hégémonique. Et ça, d'ailleurs, les États-Unis l'ont très bien compris. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. J'insiste vraiment de la campagne que nous menons, parce que c'est la première préoccupation de plus en plus de personnes. Et je vous le dis d'autant plus facilement qu'en cours, écoutez, quand on enseigne histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, vous êtes obligé à un moment donné de parler de la guerre et de la paix. Il se trouve d'ailleurs que c'est un thème au programme de terminale en HGGSP dont je vous parlais tout à l'heure, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Alors forcément, les élèves se demandent, mais est-ce qu'il va y avoir la guerre, monsieur ? Je leur dis, écoutez, vous recevrez bientôt un kit de survie.
c'est pas trop ce qu'il y aura dedans. On vous appelle à être volontaire pour financer l'effort d'armement. Bon, si besoin, vous engagez déjà, engagez-vous toujours au nom de la patrie. Alors là, elle serait européenne, la patrie, elle serait pas nationale, parce qu'il faut bien expliquer pourquoi on irait sur le front de l'Est, dans le cas présent. Donc ça, c'est vraiment central comme élément de campagne, à savoir, c'est dire non à la guerre. Europe Atlantique, non. Nous, notre choix, il est fait depuis un moment, c'est le monde pacifique. Et ça rejoint aussi un enjeu qu'il faut avoir en tête. Et qui se retrouve dans la construction, ce qu'on appelle la construction européenne, c'est que le fait de créer une super armée européenne, d'abord c'est pas nouveau, il faut quand même rappeler que ce projet a déjà existé, ça s'appelait la Communauté européenne de défense, que les députés gaullistes et communistes ont foutu en l'air le 30 août 1954 à l'Assemblée nationale, la Chambre des députés à l'époque, et là on en refait le même coup. En fait, on est en train de nous refaire le même coup. Alors, à ceci près que les forces gaullistes et les forces, on va dire franchement communistes, malheureusement, elles sont beaucoup moins importantes qu'il y a 70 ans. Et d'ailleurs, ça c'est un élément aussi, et je terminerai par là pour pas être trop long, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte dans les arguments à avancer. C'est-à-dire que cette construction d'une armée dite européenne, c'est tout simplement la fuite en avant vers l'État fédéral européen. Traduction, vers en réalité les États-Unis d'Europe qui seront inévitablement réactionnaires. Inévitablement réactionnaires, d'ailleurs ils le sont déjà de manière assez imposante comme vous pouvez le constater. Et ça veut dire que non seulement ce sera la dissolution de l'indépendance nationale, qui est un outil très utile quand même pour les peuples, pour pouvoir justement s'opposer à leur oligarchie partout en Europe, mais ça veut dire aussi que ce sera, je terminerai sur ce point-là, la dissolution des conquêtes sociales. Parce que il y a quand même un argument qui porte aussi, pour terminer, et ça c'est le slogan que nous avions lancé au PRCF, ça va faire déjà 3 ans, c'était au moment du combat pour la défense des retraites. Si vous écoutez les interventions de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, il y a encore 2 mois, il expliquait que, en fait, il y a un peu trop d'argent dans la santé. Donc il va falloir l'irriguer vers la défense. Traduction, l'argent pour la guerre, pas pour les salaires. Eh bien, nous, notre slogan depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui porte. C'est quelque chose qui porte et qui peut porter, et notamment, puisqu'on parlait des états-majors syndicaux et politiques qui sont au 36e dessous, du moins au niveau national, notamment dans les bases syndicales, les bases même de certaines bases, on va dire, au sein du PCF ou de LFI, entre autres, qui peuvent être sensibles à ces arguments. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire, oui, on va faire un effort de réarmement et en même temps financer les services publics. Ça, ce n'est pas possible. Le jeu à somme positive en économie, ça n'existe pas. Il y a forcément, à un moment donné, des perdants. Il y a forcément des perdants, inutile de vous dire qu'encore une fois, ce sont les travailleurs qui trinqueront. Donc, pour conclure, combat pour l'indépendance nationale, combat pour la paix, naturellement, combat pour les conquêtes sociales et finalement combat pour la démocratie. Ces quatre éléments vont ensemble, véritablement, et c'est là-dessus que doit vraiment porter le combat lorsque nous irons nous adresser, d'un point de vue bien sûr militant, combattant, actif, auprès des travailleurs, auprès des jeunes aussi. Les jeunes ont vraiment peur, je peux vous en assurer. Évidemment, il y en a, ils n'écoutent pas, ils ne sont pas au courant, mais quand vous leur parlez de ça, ça fait tilt, ça les interpelle. Donc vraiment, c'est là-dessus que nous devons nous battre pour pouvoir espérer imposer notre campagne et ainsi espérer une bonne surprise aussi, sait-on jamais, pour peu que Macron tout à coup ait envie d'organiser un référendum. Voilà, je m'arrête là. Merci Fadi. Alors, parole à Jean-Pierre. Ok. Crépin. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Crépin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis économiste, comme Jacques, économiste indépendant. J'ai travaillé dans différentes parties du monde, en Chine notamment, en Turquie, un peu aux États-Unis. Toujours dans l'indépendance. On me connaît. Prends le micro dans ta main. On me connaît surtout pour mes écrits d'économie politique. J'ai été lanceur d'alerte sur la crise de 2008. Et ce qui m'a rendu un peu populaire, on va dire, c'est le mouvement des Gilets jaunes, où j'étais véritablement très actif. Enfin, vous trouverez, et mes livres aussi, vous trouverez tout ça sans problème sur Internet en tapant mon nom. Ce que je voulais dire aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je suis habillé en treillis. Mais je suis habillé en treillis, pourquoi ? Parce que nous sommes en guerre.
non pas une guerre contre un virus, non pas une guerre contre la Russie, mais une guerre contre notre allié, ce qui était notre allié indéfectible, l'ami américain. Trump est revenu au pouvoir. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, donc, il arrive avec un historique aussi, ce qui veut dire que la période où les Américains laissaient filer leurs déficits commerciaux et leurs déficits budgétaires, ce qu'on appelle les déficits jumeaux, en échange de tout l'épargne qui était drainée par Wall Street, cette période-là est définitivement révolue. Même le pays le plus puissant du monde a ses limites et les déficits sont devenus insoutenables. Alors, d'autant que l'administration Biden n'a pas rangé les choses et a laissé filer les dépenses bien après le Covid. Sans parler d'une inflation qu'ils ont encore du mal à maîtriser, une inflation qui n'avait plus été vue depuis 2 générations aux États-Unis et qui a ruiné évidemment tous les pauvres. Bref, ce que je veux dire, c'est que Trump n'est pas le dingue économique qu'on veut nous faire croire. Ce n'est pas un fou furieux, un ahuri qui prend une décision, change une autre décision. Ce n'est pas non plus le dealer, le promoteur immobilier qui sait faire que des deals, etc. Pour revenir au pouvoir, il s'est appuyé sur les chefs d'entreprise les plus puissants, mais pas que. Les plus emblématiques, vous les connaissez, c'est ceux qui contrôlent aussi la totalité des médias électroniques. Elon Musk, on ne présente plus l'homme le plus riche du monde, mais aussi Mark Zuckerberg, Facebook, Jeff Bezos, Amazon, qui contrôle le Washington Post, qui est maintenant censuré, mais aussi le global des chefs d'entreprise en leur faisant des promesses, évidemment, de laisser-faire économique total. Cerise sur le gâteau, il a nommé au poste le plus important, le poste de secrétaire du Trésor, Scott Bessent. Alors Scott Bessent, j'attire bien votre attention là-dessus, ce n'est pas un angoissé sorti de la foule. Scott Bessent, c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière professionnelle dans les années 90 en travaillant avec George Soros, le tristement célèbre, dans un fonds spéculatif qui spéculait contre les États. Il a fait partie de l'équipe qui, en 1990, a attaqué, parce que comment spécule-t-on contre les États? En attaquant leur monnaie. Il a fait partie en 90 de l'équipe qui a attaqué la livre sterling, bénéfice 1 milliard, chez ces gens-là on ne compte pas. En 93, il a remis ça en attaquant le yen, bénéfice 1 milliard, pareil, même motif, même punition. Donc voilà qui est Scott Bessent. Scott Bessent trouve, à juste titre, que le dollar est surévalué. Est surévalué à cause de ces afflux de capitaux vers Wall Street. Il arrive donc avec une stratégie de dépréciation du dollar pour renforcer la compétitivité, évidemment, des entreprises américaines. Voilà. Donc, tout ça a été mûrement réfléchi, mis en place, et quand vous entendez parler, là, tous les jours, on entend parler des fameuses taxes douanières, mais les taxes douanières ne sont que la partie émergée de cet iceberg. Nous ne sommes pas dans une lutte des taxes, nous sommes dans une véritable guerre monétaire. C'est la raison pour laquelle je me suis habillé en treillis aujourd'hui. L'ennemi, il est là, il n'y en a pas d'autre aujourd'hui. En même temps, alors voilà, donc, je ne veux pas dire en même temps, je vais dire en parallèle, parce qu'en même temps, maintenant, c'est trop énervant. En parallèle, Trump a décidé de rapatrier toute l'industrie, principalement l'industrie manufacturière et les emplois qui vont avec, aux États-Unis. Alors comment peut-il faire cela sans créer d'inflation? Ça, c'est le problème, tout le monde, oui, ça a créé de l'inflation. Eh bien, alors pourquoi il veut faire ça? Les chaînes d'approvisionnement avec les pays à bas coût, principalement la Chine, fonctionnent pourtant très bien, mais c'est parce qu'il en a marre d'acheter des produits chinois qui sont faits avec des matières premières chinoises. Le prochain enjeu pour lui, c'est l'enjeu des matières premières et des métaux rares, d'où le fameux deal avec l'Ukraine sur les terres rares.
Il compte faire des États-Unis une espèce d'entrepôt à ciel ouvert de matières premières et de métaux précieux. Voilà sa stratégie. Alors, comment compte-t-il le faire? Il sait bien que ça va créer de l'inflation, mais il espère, il croit fermement, et Scott Bessent aussi, que tout ça sera, le contre-coup sera absorbé par des baisses d'impôts. Là, il en a annoncé pour les plus pauvres. Vous avez vu le premier truc, hop, moins de 150 000 $ par an, oh, les plus pauvres, ça me tracasse, ils ne paieront plus d'impôts. Mais alors, des baisses des charges considérables aussi, et pléthore d'incitations fiscales pour les plus riches, à qui il a fait une promesse extraordinaire, et c'est la raison d'Elon Musk au niveau de ce ministère, la débureaucratisation. Retenez bien ce terme, parce que ça va nous tomber dessus aussi en France. Ne vous faites pas d'illusions. Le migrant, première cible, les assistés, deuxième cible, et après, c'est les fonctionnaires. Ça se passe toujours comme ça dans l'ordre. Donc, débureaucratisation. Bon, il y a déjà plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires. Et là, Elon Musk va servir de la 5e révolution informatique, la blockchain dont vous entendez parler, pour mesurer la productivité et la compétitivité de tout. Il sucre partout. Et ça, c'est une promesse qui plaît énormément aux chefs d'entreprise. Parce que pour eux, ça veut dire moins de taxes, moins d'impôts, moins état de fait. Donc voilà où nous en sommes, dans une véritable guerre monétaire. Et pour conclure, je voudrais juste rappeler ce qu'a dit Fadi, qui est très important. Il ne peut y avoir de souveraineté sans souveraineté monétaire. C'est mission impossible. Particulièrement en cas de guerre monétaire comme celle qui vient de démarrer avec les États-Unis. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci Jean-Pierre. Jacques Nicolas, dynamique populaire. Moi, je voudrais faire quelques rappels. En commençant par un premier rappel, il faut garder en permanence à l'esprit que le système actuel de l'Union européenne a pour but essentiel d'empêcher les États membres de mener des politiques économiques et sociales, mais également maintenant de protection de l'environnement, favorables à l'intérêt des populations. Ça, c'est la boussole. Il faut avoir en permanence, en arrière-plan, cette compréhension de l'essence de l'Union européenne. Ce système, en effet, a été mis en place par des agents des classes dominantes européennes, mais aussi avec l'appui des États-Unis, pour servir leurs intérêts grâce à des politiques systématiquement néolibérales qui ont imbibé tous les traités et particulièrement le traité constitutionnel européen sur lequel je redirai un petit mot. Alors, ce système de l'Union européenne, selon ses objectifs, contrairement à ce que les gens pensent souvent, il a très bien fonctionné pendant des décennies. Il a permis le maintien d'un très haut niveau de chômage, une pression constante sur les salaires. Il a contribué à l'augmentation des inégalités entre pays et entre les catégories sociales à l'intérieur de chaque pays. Il a permis d'affaiblir considérablement les services publics. Il a laissé faire les grandes entreprises polluantes et antisociales. Il a accéléré la désindustrialisation de pays comme la France et les États-Unis. Donc, succès phénoménal, puisque tel était l'objectif véritable du système. Donc ça a fonctionné. Deuxième rappel, à la fin des années 1990, les oligarques européens ont commencé à avoir quelques motifs de préoccupation et même d'inquiétude. En effet, les peuples des États membres prenaient conscience, peu à peu, que le système de l'Union européenne, au lieu de résoudre les problèmes économiques et sociaux comme ils le croyaient, en toute bonne foi, et environnementaux, démocratiques, ne faisait que les aggraver. Malgré la signature de l'acte unique en 1986 et l'Europe des 15 en 1995, le système semble à bout de souffle dès cette époque.
Pourtant, en janvier 1985, le socialiste en peau de lapin, Jacques Delors, était devenu le nouveau président de la Commission européenne. Comme avec les plans de rigueur qu'il avait déclenchés en France en 1982-83, il a cette fois-ci la même mission, en fait, qui est de relancer le processus européen vers un grand marché intérieur, sans frontières, et de réaliser l'Europe politique. Dans son livre blanc qui s'intitule « Sur l'achèvement du marché intérieur », présenté au Conseil européen de Milan en juin 1985, Jacques Delors précise sa volonté d'éliminer tous les contrôles aux frontières à l'intérieur de ce qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne pour relancer la croissance économique, comme s'il y avait une corrélation positive entre l'ouverture de tout cela et la croissance économique. Il voulait créer un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Avant d'arriver à cette étape, les États membres avaient accepté de retirer toutes les restrictions sur les mouvements de capitaux, et c'est la gauche, le Parti socialiste, qui l'a fait avec les résultats que l'on connaît. Les 4 libertés, comme on les appelle à Bruxelles, en réalité n'ont provoqué aucune amélioration de la situation économique et sociale, et on peut dire que c'est même exactement l'inverse. 3e rappel, s'était ajouté sur le plan politique la ratification du traité de Maastricht en 1992, qui s'était opéré difficilement. Déjà à cette époque, c'était difficile pour eux. Un référendum au Danemark avait rejeté le traité. Des difficultés inattendues s'étaient présentées au Royaume-Uni et en Allemagne. Et pour couronner le tout, le référendum en France en 1992 n'avait donné qu'une victoire étriquée en faveur du oui, avec seulement 51,05%. Le traité de Maastricht voulait dépasser l'objectif économique initial, qui était de réaliser un marché commun pour donner au système de l'Union européenne une vocation politique et intégrer les pays d'Europe centrale et orientale, les PECO, après l'explosion de l'URSS. Il y avait un enjeu majeur à cette époque avec l'ex-URSS et les pays autour. C'est dans ce traité qu'est prise la décision de créer une monnaie unique le 1er janvier 1999 sous l'égide d'une banque centrale européenne et donc la disparition, cette fois-ci totale, de la souveraineté monétaire. Avec le traité de Maastricht, les compétences communautaires sont étendues à de nouveaux domaines, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la santé publique, la protection des consommateurs, les réseaux transeuropéens et la politique industrielle. Avec 20 ans de recul, on peut voir combien l'entreprise de destruction économique, sociale, démocratique, menée systématiquement et avec persévérance par le système de l'Union européenne, avec le sadomonétarisme qui est l'euro, représente, pour chacun des domaines qui viennent d'être évoqués, a été efficace. Sur tous ces domaines, l'école, la culture, la santé, la politique industrielle, ils ont cassé dans la plupart des pays. Mais c'est une efficacité à l'envers, puisqu'elle est elle s'est faite au détriment des peuples. 4e rappel, les résultats des élections au Parlement européen sont de plus en plus mauvais. Les premières élections européennes, avec guillemets à élection, bien sûr, parce que cette farce ne peut pas être considérée comme une véritable élection, donc en 1979, ont un taux d'abstention de 38%, bon, qui finalement n'est pas si catastrophique que cela, au niveau de l'échelle, à l'échelle de l'Union européenne. Mais en 1984, aux élections de 84, c'est 41% d'abstention, 42% en 89, 43% en 94, 51% en 1999, où là,
bascule, la majorité des électeurs ne va pas voter pour le système, parce que quand on vote aux élections européennes, qu'on vote pour qui que ce soit finalement, on vote pour le système. C'est l'époque de l'euroscepticisme, comme on dit à l'époque, qui inquiète beaucoup les maîtres de Bruxelles, Francfort et Strasbourg. 5e rappel, la dislocation de l'URSS et des autres pays socialistes, contrairement aux espérances des oligarques bruxellois, n'entraîne pas une vague d'adhésion spontanée de ces pays au système de l'Union européenne. Ces derniers préfèrent le parapluie américain de l'OTAN, et d'ailleurs leur attachement à l'Union européenne n'est que purement intéressé parce qu'il permet d'avoir un parapluie supplémentaire, mais ce qui compte, c'est le parapluie américain. 6e rappel, aujourd'hui, et c'est tout à fait nouveau et d'une immense portée, les classes dominantes européennes font le constat que ce système ne parvient plus à valoriser correctement leur capital. 2 exemples. D'abord, les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne se tient un Conseil européen extraordinaire où Jacques Chirac, président de la République, et Lionel Jospin, Premier ministre, représentaient la France. Et on peut lire dans la déclaration finale à propos de l'Union européenne qu'elle doit devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Ça fait 25 ans que cette ligne stratégique a été fixée. Et donc, un quart de siècle plus tard, il n'est pas difficile de constater qu'aucun de ces objectifs n'a été atteint. Aucun. Ce sont les Chinois, les Américains, qui sont en tête, loin devant le vieux continent. Ensuite, 2e exemple, le 9 septembre 2024, Mario Draghi, qui vient de la banque américaine Goldman Sachs, dont il était le responsable pour l'Europe et qui d'ailleurs avait trafiqué les comptes publics de la Grèce pour différentes opérations, ancien président du Conseil en Italie, ancien président de la Banque centrale européenne, a remis un rapport à la Commission européenne. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce rapport, parce que il est intitulé « L'avenir de la compétitivité européenne, une stratégie de compétitivité pour l'Europe ». Ce rapport montre que face à la concurrence américaine, japonaise, chinoise et dans certains secteurs indienne, l'oligarchie européenne est dépassée. Ainsi, pour Mario Draghi, le système de l'Union européenne connaît une lente agonie et que cette dernière est face à des défis existentiels. Et alors, on pourrait dire, nous disons cela, mais là, c'est Mario Draghi qui le dit lui-même, oligarque parmi les oligarques, ou plus exactement, agent des oligarques. Il faut bien mesurer le poids de ces mots qui résonnent comme un terrible échec pour les partisans de ce système. Le bilan dressé par Mario Draghi est accablant. Je ne vais pas faire défiler des chiffres, mais les écarts, par exemple, entre 2010 et 2013, le PIB a augmenté de 34% aux États-Unis, mais de 21% seulement dans les pays du système de l'Union européenne. Je dis quand même un mot sur le PIB parce que si vous lisez les travaux d'Emmanuel Todd, notamment, il n'y a pas que lui, mais le PIB américain se fait avec beaucoup avec de la finance, parce qu'il y a un poids énorme de la finance. Mais aux États-Unis, on forme de moins en moins d'ingénieurs. Il y a de plus en plus d'avocats et de moins en moins d'ingénieurs. Et on voit que dans la course aux armements, les Américains n'ont pas l'industrie permettant de produire les armes. Et que c'est une des raisons qui pousse aussi à faire passer
la fabrication du côté européen, qui elle-même n'est pas non plus en mesure, sur le plan industriel, de fabriquer des armes. Bien que, on a parlé là des 800 milliards, d'ailleurs, si vous faites un petit calcul, quand Trump demande 5% du PIB pour l'armement, les 800 milliards de l'Union européenne, c'est 5% du PIB. Hein, ça correspond, c'est la même chose. Bon, bref, depuis le début des années 2000, la part du système de l'Union européenne dans le commerce mondial est passée de 16 à 13%, alors que, parallèlement, ce système s'est élargi à 10 nouveaux pays en 2004, plus 10 nouveaux pays en 2004, 2 autres en 2007 et un autre en 2013. Donc une augmentation du nombre de pays membres du système et une baisse de la part dans le commerce international. Alors, ce qui est paradoxal quand même dans cette affaire, c'est que on entend des pleurnicheries permanentes sur la dette publique, mais on en entend moins sur la désindustrialisation et le déficit extérieur, qui sont bien plus graves pour la souveraineté d'un pays et pour son activité économique. Et puis, le revenu disponible par habitant a augmenté 2 fois plus vite aux États-Unis que dans le système de l'Union européenne ces 25 dernières années. Bon, production industrielle, c'est pareil, c'est catastrophique. Investissement industriel, pareil. Productivité, pareil. Autrement dit, le système de l'Union européenne ne permet même plus en moyenne, évidemment, c'est une moyenne, une rentabilité convenable au capitalisme européen. Autrement dit, cette déliquescence totale qui a provoqué la tentative de survie du système que représentait le traité constitutionnel européen pour les oligarques européens. Il faut bien comprendre le contexte que je viens de rappeler brièvement. L'idée d'un traité constitutionnel européen vient de cet échec déjà à la fin des années 90, qui va s'aggraver pendant la phase de conception du traité constitutionnel européen, la phase de référendum de 2005 et après. Alors, fin 2001, la déclaration du Conseil européen sur l'avenir de l'Union européenne, que l'on appelle la déclaration de Laeken, charmante petite bourgade belge, que personne ne connaît, sauf pour ça, lance un projet constitutionnel. C'est là l'impulsion politique fin 2001. En 2002 et 2003, une convention sur l'avenir de l'Europe rédige le traité établissant une constitution pour l'Europe, que l'on a appelé ensuite le TCE, le traité constitutionnel européen. Une centaine de personnes ont été choisies parmi leurs pairs pour leur européisme viscéral, des gouvernants, des hauts fonctionnaires, des parlementaires européens ou nationaux, etc., sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, et ils ont fait donc le boulot, ils ont produit un texte, le TCE. Lors du référendum en France le 29 mai 2005, les partisans du non ont dénoncé la menace du plombier polonais. Vous vous rappelez certainement tout ce qui a été fait, parce que c'était la menace qui pesait sur l'emploi en France à propos du projet de directive du commissaire européen Fritz Bolkestein sur les travailleurs détachés. La gauche du non dénonce également un traité qui multiplie les échelons décisionnels dans les instances européennes au détriment de la démocratie et surtout qui grave dans le marbre le principe ultralibéral selon lequel le bien-être commun reposerait sur une concurrence libre et non faussée. De leur côté, les partisans du non de droite s'indignent notamment de la volonté des instances européennes de faire entrer la Turquie islamiste d'Erdogan, déjà lui à l'époque, dans l'Union européenne. Alors aujourd'hui, évidemment, on en parle beaucoup moins de cette affaire-là.
Et c'est l'articulation de ces deux courants qui va faire basculer la majorité vers le non. Alors, il faut bien comprendre la signification profonde de ce résultat, le résultat du référendum. Il n'exprime pas seulement un désaveu de la politique européenne menée notamment depuis le traité de Maastricht. Il traduit aussi et surtout une rupture abyssale entre les classes populaires et les classes supérieures, moyennes supérieures, et la classe politique. On revoit surgir cette cassure au moment des Gilets jaunes, par exemple. Et donc, quand on regarde les résultats, les ouvriers et les employés ont en effet voté non respectivement à 74% et 62% contre 38% pour les cadres supérieurs et les professions libérales. C'est une cassure totale. C'est un monde qui sépare désormais ces deux catégories sociales. Les 38%, c'est le bloc bourgeois, avec une partie du PS, le macronisme, une partie de la droite. Le reste, c'est un magma. Et c'est ça, la question politique centrale. Comment réunifier les classes populaires autour d'un projet émancipateur? Elles se sont unifiées dans le vote non pour des raisons différentes, mais si l'on veut que les choses avancent, eh bien, la question se pose aujourd'hui de les réunifier sur la base, sur la dernière base observable de leur unité, le vote non. D'où l'erreur stratégique majeure des forces de gauche en particulier, qui ont lâché le non en cours de route. Parce que c'est là qu'il faut creuser pour la réunification des classes populaires, qui est la condition de la victoire, pour des raisons quantitatives et qualitatives. Pour le philosophe Marcel Gauchet, par exemple, 2005 restera sans doute la base du basculement. Ça fait 25 ans qu'on a basculé et nous avons régulièrement de nouvelles preuves que ce basculement continue à faire ses effets. Les gilets jaunes, etc., etc. Et donc, à partir de là, la cassure entre la base et le sommet devient le cœur de la vie publique. Cette cassure va s'aggraver, et elle va s'aggraver continuellement. Aujourd'hui, ça a été le refus de reconnaître le résultat des élections législatives, le refus de la démission avec le mot m'échappe, cette dissolution, voilà, de l'Assemblée nationale. Alors, la cassure, à l'époque, elle commence tout de suite après le résultat du référendum, parce que quand le président de la République, Jacques Chirac, gravement désavoué par le résultat, puisque c'est lui qui provoque le référendum et qui l'appelle à voter oui, il est battu, et il refuse de démissionner. Il aurait dû suivre l'exemple gaulliste. De Gaulle, sans aucun doute, aurait démissionné si on suit ce qu'il avait fait auparavant. Il refuse également, Chirac, la dissolution de l'Assemblée nationale dès cette époque, comme d'ailleurs les forces qui avaient appelé à voter non. Aucune ne va demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils n'en font pas un axe politique majeur, alors que 90% des députés étaient pour le oui. L'Assemblée nationale était devenue illégitime. Les élus avaient été désavoués par leurs électeurs. Comment les gens qui ont voté non peuvent-ils accepter une telle situation à l'époque? Et donc, à la suite du résultat négatif de 2 référendums, le français en mai et le néerlandais en juin, aux Pays-Bas, donc,
le Conseil européen décide de s'accorder une période de 2 ans, période de réflexion de 2 ans. Les classes dominantes se ressoudent, se concertent pour repartir à l'assaut et définir une stratégie. Et donc, ils vont par différentes péripéties, aboutir à un nouveau traité signé à Lisbonne en décembre 2007, ratifié par les États membres. Donc, le traité de Lisbonne naît de cette manière-là pour remplacer le traité constitutionnel européen, avec un nouveau nom, mais avec exactement le même contenu. Et à cette occasion, je vous invite d'ailleurs à lire l'article de Giscard d'Estaing, ancien président de la République française et ancien de la président de la Convention, et qui va expliquer que le traité constitutionnel, dans un article d'octobre 2007 dans Le Monde, il estime il écrit que l'intégralité des propositions du premier traité institutionnel rejetées par les citoyens français se retrouvent dans le texte de Lisbonne, mais, comme il dit, dans un ordre différent. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont rebidouillé tout ça et ils ont éclaté les articles du TCE dans 2 traités, le traité de Rome et le traité de Maastricht, ce qui fait que ça devient illisible. Si vous voulez lire le traité de Lisbonne, vous ne pouvez pas parce que c'est un empilement d'amendements à 2 traités, c'est imbuvable, c'est fait pour. Et on voit à quel point ils ont été retors. Donc je termine. Il ajoute d'ailleurs un mot amusant, Giscard, il dit « la boîte a été redécorée ». Voilà, la boîte c'est le traité. Ça, voilà, on a redécoré un peu les choses. Alors, donc je termine. Au total, l'euro et le système de l'Union européenne, structurellement, ça ne marche pas pour les peuples et ça ne pourra jamais marcher. Sur ce plan, aucune surprise à avoir, puisque tel était le but réel de ce système. Il demeure ce but. Mais ce qui est nouveau, c'est que désormais, ça ne marche pas non plus pour les classes dominantes. Donc, inutile de perdre son temps avec l'illusion de vouloir transformer ce système de l'intérieur. Le moment est donc particulièrement opportun pour faire monter dans la société l'exigence d'un référendum sur la présence de la France dans ce système. Merci Jacques. Ça va? Alors, maintenant, c'est à Daniel. Bon, avec tout Daniel Gousseau du RPS Fier. Voilà. Donc, tout ce qu'on a entendu là, c'est catastrophique. Mais comment... Alors, c'est ça la question, c'est le temps long. Comment est-ce que, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, comment ces horreurs ont pu finalement se dérouler? Alors, en fait, l'Union européenne est un immense mensonge. Du début à la fin. Une arnaque. Que ce soit son histoire, ses prétentions au service des peuples, la démocratie, la paix, c'est une machine de guerre pour camoufler les horreurs contre les peuples. C'est-à-dire une sorte de cheval de Troie. Comment on est passé d'une Europe de la paix et de la prospérité à une Europe de la guerre et de la pauvreté. Voilà, en dissimulant, en jouant sur les mots. Tout à l'heure, Jacques parlait de comment est-ce que le traité de Lisbonne a été conçu. Giscard d'Estaing, dans une réunion en Angleterre, avait dit c'est à peu près la même chose, on a fait des corrections cosmétiques. Voilà, exactement. Donc, sur le plan de l'histoire, en fait, on nous parle des papas de l'Europe, mais il faut oublier les grands-parents. C'est-à-dire, en fait, c'est un projet hitlérien fait de capitalisme et de fascisme.
j'ai noté là, le 6 juin 1941, au Grand Palais, Pétain inaugure aux côtés des nazis une exposition qui s'appelle La France européenne. Mais les affiches font la promotion de cette construction de l'Europe sans frontières. Voilà. Donc, les gens souvent ignorent que le projet, il est bien avant le traité de Rome. Hein. Donc, je saute un peu. Le 9 septembre 1943, il y a un mémorandum écrit par Walter Hallstein, qui est un nazi notoire, hein, qui a porté l'uniforme, etc. Et voilà un grand-papa, mais pas seulement un grand-papa, puisqu'il a été le premier président de la Commission européenne, et il est resté 10 ans. C'était un nazi. Donc, mais ça ne se dit pas, ça ne se dit pas trop. Voilà. Germanophobe. Pardon. Germanophobe. Oui, ça. Ben oui. Et alors, le mémorandum du 21 mars 1943, il est question donc de créer une confédération pour mobiliser une douzaine de pays contre l'URSS communiste, bien sûr. Bien. C'est drôle parce que aujourd'hui, on est en train de mobiliser les pays européens contre la Russie. Bon, un parallèle intéressant. Alors, c'est aussi un mensonge au service des peuples, avec une mainmise en Europe des grands groupes industriels transnationales financières au service des USA. C'est un capitalisme imposant les délocalisations, les privatisations. En fait, on a instauré un dogme ultralibéral dans une constitution, hein, le traité de Lisbonne ou le TCE. Alors, on disait aux gens, non, c'est pas une constitution, c'est un traité constitutionnel européen. En fait, c'était un traité avant les urnes, et c'était une constitution au sortir des urnes. Bon, mais il fallait un peu troubler les esprits. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on disait de l'URSS quand il y avait le communisme inscrit dans la Constitution? Eh bien, on disait que c'était une dictature. Là, le traité de Lisbonne, il est inscrit dans la Constitution de l'Union européenne, mais pire, ce traité, il est inscrit dans notre propre Constitution, ce que l'Allemagne n'a pas fait. Mais bon, l'Allemagne a fait ce qu'elle veut dans cette histoire-là. Donc, on a affaire, donc c'est pas au service des peuples, puisqu'on a un dogme ultralibéral, hein, et c'est une dictature. Alors, est-ce que l'Union européenne est au service de la paix? Alors, là, il faudrait alors oublier la Yougoslavie, la Roumanie, la Pologne, la balkanisation des États avec une atteinte aux frontières. Et alors l'Ukraine, c'est pareil. Je veux dire, on est dans une guerre fabriquée par les Européens, enfin les pro-européens et l'OTAN, et les États-Unis bien sûr derrière. Donc, le seul pays qui est échappé à la au démembrement, à la balkanisation, ben c'est l'Allemagne. C'est le seul. L'Allemagne, on l'a réunie. Et d'ailleurs, au moment de la réunification de l'Allemagne, on a bien dit à la Russie, ne vous inquiétez pas, l'OTAN ne dépassera pas la frontière est de l'Allemagne de l'Est. Bon, voilà. Alors, on a beau parler de l'impérialisme russe, moi je vois que l'impérialisme, OTAN, UE, États-Unis. Bon. Voilà. Les postes clés dans l'Union européenne sont tenus par des Allemands, les grands dignitaires allemands. Voilà. Bon. Alors, un mensonge aussi à propos de la démocratie, un mensonge total. Le Parlement européen, c'est pour ça qu'on a appelé, nos organisations ont appelé l'année dernière au boycott, parce que c'est un Parlement fantoche, qui n'a même pas l'initiative des lois. Donc c'est dire.
Hein. La Commission européenne décide tout. Quand un État échappe, eh bien, on fomente quelque chose. Parce que, en même temps, alors, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN ni dans l'UE, mais comment ça s'est passé? Il faut savoir le début de l'histoire. Hein. Quand, en 2013, le président de l'Ukraine refuse l'accord, qui est un accord de type léonin entre l'Union européenne et l'Ukraine, poussé un peu par le peuple, et en même temps la Russie lui propose un traité bien plus intéressant, il signe bien sûr avec la Russie. Et c'est le déclenchement de la révolution orange, dit Maïdan. Voilà, avec la CIA, avec Madame Nuland, enfin tout ça c'est voilà. Là, la Roumanie, malgré des élections, le premier qui arrive, effectivement, c'est un pro-russe, mais enfin bon, tous ces pays, ce sont des anciens pays de l'URSS, donc ils sont. Alors la Roumanie, c'est pas vraiment la langue russe, mais l'Ukraine, oui. Mais donc le président là, il y a quelques semaines, est arrivé en tête pro-russe. Eh bien, il a été démis et il est en tôle en ce moment, je crois. Ou il en est peut-être sorti, mais enfin, il a été mis en tôle. Voilà. Donc voilà. Autre chose pour la démocratie, enfin contre la démocratie, le système. Tous les 6 mois, les chefs d'État de l'Union européenne reçoivent des recommandations. Alors les recommandations, ça c'est le langage européen. En fait, ça veut dire que ce sont des injonctions. Voilà. Et donc, qui impose un plan de réforme. Des réformes, non pas pour les ouvriers, pour les classes sociales, ce sont des réformes qui donnent un coup de vis au salaire, aux retraites, voilà, ce sont des grands plans de régression sociale. Donc, peu à peu, le pouvoir se passe au niveau de la Commission européenne, dominée donc par les Allemands. La volonté de faire disparaître les frontières et de faire disparaître le pouvoir des nations, des États-nations, est présent. Voilà. D'ailleurs, le Parlement européen a voté en 2023 le projet de la fédération. La fédération, c'est la suppression des États-nations. Et puis, les parlements nationaux, le lendemain, le 29 novembre 2023, ont voté, en France, ont voté l'accord pour la fédération. Avec, les compétences du Parlement français seraient en partie transférées au Parlement européen. Voilà. Et la Commission européenne deviendrait l'exécutif. Et moi, je remarque que là, actuellement, Madame von der Leyen se comporte comme un exécutif. Parce que, normalement, dans les traités, la défense appartient aux États-nations. Et là, elle convoque des milliards à n'en plus finir. Elle invente un ministre de la Défense. Donc, de fait, c'est l'exécutif. Alors, là, il faut entendre tout à l'heure, Jacques, tu parlais de Draghi, du rapport Draghi. Moi, j'ai écouté le discours au Sénat italien du 21 mars de Draghi. Et il dit, il annonce la couleur, il dit l'Europe. Alors, on dit plus Union européenne, là c'est fini, on dit Europe. Donc, on supprime le mot Union, totalement. Et alors, il dit l'Europe doit avancer comme un seul État, sous un seul commandement, je veux dire, et tout ça, bien sûr, pour partir en guerre. C'est contre la Russie, pas pour partir en guerre contre les États-Unis. Donc le discours du Sénat, il est assez court, il est traduit, et donc il est vraiment pour ça très significatif, quoi. Voilà, il s'agit de vaincre la Russie. Bon, alors moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est ce qui se passe en France.
la France, elle est prête sur le plan des institutions, sur le plan de l'organisation territoriale, elle est prête pour la fédéralisation. C'est-à-dire que depuis les lois de Fer de 83 jusqu'aux lois de Hollande, les grandes régions à l'échelle des Länder, voilà. Quand en région PACA, je dis, mais comment dire, les régions, on n'en a pas besoin. Les communes, les départements, et puis l'État-nation, ça suffit. Non, la région, on fait ce qu'on veut chez nous, etc. Oui, oui, d'accord. Mais elle reçoit les FEDER, c'est-à-dire de l'argent dit européen, alors que en fait c'est de l'argent français. Mais bon, ça ils ne le savent pas. Mais alors, avec tout ce que, je veux dire, toute la dégringolade sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan des services publics, sur le plan des diplomaties, je veux dire que Macron a quand même flingué le corps préfectoral entre le premier et deuxième tour en 2022. Bon, donc la France est au bord. Bon, je parle pas de la dette, hein, en plus, mais là, Macron, le 21, non, c'est le début mars, fait un discours. C'est comme une déclaration de guerre. Alors, oui, c'est une déclaration de guerre dans une France appauvrie. Avec du chômage, etc., sans industrie, sans armée, ou quasiment. On a 8 jours de munitions, pas plus. Voilà. Il part en guerre contre la Russie. Alors, je ne sais pas combien de têtes nucléaires on a, mais pas grand-chose. Enfin bon, y a pas. Bon, là, on est dans le délire. Mais comment est-ce que un chef d'État peut déclarer une guerre quasiment à la Russie alors qu'on est dans cet état-là, nous, en France? Alors, quand Macron est arrivé très rapidement, nous, dans notre coin, enfin vous aussi, surtout, on l'a appelé le fossoyeur de la France. Eh bien, je me demande si ça peut pas, là, c'était une image, si, je veux dire, dans son délire, on n'est pas proche d'une image plus réelle. Voilà, le danger, donc voilà, il est urgent, vital pour les pays européens, mais surtout pour la France, de sortir de ce piège mortel. Voilà, c'est tout. Merci Daniel. Micro ? Ah oui, pour Quentin. Tiens, tu peux passer. Normalement, ça marche. Voilà. Ok, donc on donne la parole à Quentin de la JRCF. Tout à fait. Donc, chers camarades, chers citoyens, je tenais tout d'abord à adresser au nom de la JRCF mes salutations les plus fraternelles aux camarades du PRCF, du PARDEM, du RPS Fier, de la DPC, de tous les camarades ici présents, avec qui nous partageons nombreux des diagnostics sur les politiques mortifères de l'Union européenne et de l'OTAN, et aux côtés desquels nous œuvrons ensemble pour construire une alternative populaire et souveraine qui ne peut advenir qu'avec une sortie définitive du carcan européen et de l'OTAN. Camarades, nous allons célébrer cette année le 20e anniversaire du référendum de 2005, où le peuple français et la majorité de la classe ouvrière et de la jeunesse populaire a clairement exprimé son opposition à la Constitution européenne, et ce, malgré un matraquage médiatique du parti maastrichtien unique et de toute l'oligarchie euro-atlantique. Cela fait bientôt 20 ans que la classe dominante a organisé le vol démocratique systématique du référendum de 2005, en contournant la volonté du peuple et en ratifiant le traité de Lisbonne grâce à un parlement dont la majorité des partis sont acquis à la dite construction européenne. Bientôt 20 ans, si ce n'est 40, que les gouvernements successifs poursuivent les mêmes politiques de casse de nos services publics, de désindustrialisation, de destruction du droit du travail au profit de contrats courts et précaires, affectant particulièrement la jeunesse travailleuse. Tout cela en obéissant tout naturellement aux injonctions de Bruxelles et de la Commission européenne, qui souhaitent détricoter minutieusement tous les conquis sociaux du CNR, hérités des luttes antifascistes de nos anciens camarades FTPF et FTP-MOI, résistants communistes et patriotes, qui ont donné leur sang pour l'avènement des jours heureux.
20 ans donc que nos jeunes générations sont biberonnées à la propagande européiste et ne connaissent, depuis la chute de l'URSS, que l'offensive contre-révolutionnaire mondiale du capital financier qui s'est armé de l'euro, de la Banque Centrale Européenne, du FMI pour écraser tout futur radieux pour tous les travailleurs. Camarades, il est nécessaire d'analyser la situation sérieusement et de garder la tête froide, de ne pas se laisser porter, comme le veut l'idéologie dominante, vers un pessimisme, voire un nihilisme qui se développe dangereusement au sein de notre jeunesse. Regardons les choses telles qu'elles sont. La soumission exponentielle de la classe dirigeante française au bloc euro-atlantique, piloté par Washington et Berlin, n'est que le résultat logique des tendances du développement du capitalisme. La seule manière pour le capital financier en crise de maintenir son taux de profit est de serrer la vis sur tous les peuples, du centre impérialiste comme des pays qui subissent son joug. Quoi de mieux pour serrer la vis que cette alliance supranationale qu'est l'Union européenne, véritable outil des capitalistes pour imposer l'austérité, la misère, et cela en alimentant une fascisation toujours plus accélérée sur l'ensemble du continent. Quoi de mieux qu'un État fédéral européen, calqué sur le modèle allemand des Länder, pour piétiner la souveraineté populaire en déplaçant définitivement le centre du pouvoir à Bruxelles. Quoi de mieux donc qu'un sceau fédéral européen pour anéantir tout ce qui reste de nos services publics et de nos salaires, pour phagocyter les syndicats au sein d'une CES jaune et mettre au pas les travailleurs et travailleuses au sein d'une armée européenne en marche contre la Russie et la République populaire de Chine. En tant que militant franchement communiste, il est de notre devoir de dénoncer encore et encore le projet mortifère et exterministe du bloc UE-OTAN, une marche à la guerre mondiale potentiellement nucléaire. Partout, l'impérialisme et l'hégémonisme américain contribuent à l'escalade guerrière, de la péninsule de Corée au Congo, en passant par la mer de Chine, la Syrie et la Palestine, sans oublier la guerre économique qu'il mène à Cuba socialiste et aux pays de l'ALBA. Le projet de l'Union européenne et de l'OTAN, de plus en plus apeuré face à la montée en puissance du bloc des BRICS contre-hégémoniste mené par la Chine. Donc son projet est simple, sacrifier la jeunesse du monde, voire le vivant, sur l'autel de leurs profits, qui partout déclinent inexorablement. Ne nous méprenons pas, les récentes évolutions de la politique étrangère américaine en Ukraine et la réaction des principaux chefs d'État européens ne tendent en aucun cas vers une pseudo-indépendance de l'Union européenne vis-à-vis de l'OTAN et de Washington. En témoigne le plan Réarmer l'Europe, Rearm Europe en bon français, annoncé par la Commission européenne et prévoyant 800 milliards d'euros d'investissement, une somme qui correspond exactement aux 5% du PIB d'investissement militaire tant souhaité par Trump et l'OTAN. En France, il prépare sciemment cette marche à la guerre, idéologiquement via le SNU, véritable entreprise de lavage de cerveau où la soupe propagande sur les bienfaits de l'UE et de l'OTAN et de la soi-disant menace russe est servie aux jeunes générations. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a-t-il déclaré dans un lycée à Nantes que le réarmement des esprits commençait à l'école. Et cette propagande de guerre porte ses fruits. Depuis la honteuse allocution de Macron le 5 mars, 7500 candidatures ont été déposées sur le site de la Réserve nationale. Mais la jeunesse de France n'est pas dupe. Elle souhaite la paix, elle veut vivre et ne pas être réduite en chair à canon pour la guerre de l'UE et de l'OTAN. À nous désormais de construire le front unique, sachant, grâce aux leçons de Dimitrov lors du 7e congrès de l'Internationale communiste de 1935, s'adresser à toutes les couches de la population, aux masses dans leur diversité, y compris la jeunesse travailleuse, apprentie et étudiante, première touchée par leur austérité et première sacrifiée dans cette marche à la guerre impérialiste et exterministe. Camarades, plus que jamais, la sortie de l'UE et de l'OTAN est une urgence. Pour la paix, l'avenir et la jeunesse, le socialisme ou la mort, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci pour de ces paroles combatives et déterminées. Donc moi, un peu en conclusion tout à fait provisoire, en conclusion d'ouverture, on va dire. Je crois qu'il nous faut dire et redire quelques mots sur la campagne menée en 2005 pour le non au référendum sur le TCE. Parti perdant pendant les premiers mois, le non au TCE a fini par l'emporter à l'issue d'une grande campagne unitaire dans toute la France. Elle regroupait, entre autres, Attac, alors forte de 30 000 adhérents, qui avaient été préalablement consultés pour définir la position de l'association. Verdict des urnes d'Attac, non au TCE, oui à une campagne.
Attac avait donc impulsé une campagne commune en invitant des associations, dont des organisations féministes et des partis politiques de gauche, à y prendre part. Le PCF, des socialistes favorables au non, dont Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière à travers l'association PRS, l'extrême gauche, la LCR, le POI, des syndicats, dont Solidaire, la CGT et la Confédération paysanne, et même quelques médias, ainsi que de très nombreuses personnes affiliées à aucune structure. Tous et toutes ont participé avec enthousiasme et détermination à la mobilisation. Une énergie et une organisation nationale s'est déployée, mais aussi sur le plan local. Des millions de personnes se sont mobilisées. Le non était dans toutes les discussions familiales, dans les syndicats, les entreprises, dans la rue, et sur les murs où furent collées des dizaines de milliers d'affiches et d'autocollants. De très nombreuses réunions publiques, y compris dans des villages où ça n'avait jamais existé. Des meetings dans de très nombreuses villes, plusieurs centaines et même milliers de personnes ont permis de décrypter le volumineux texte de l'Union européenne sur le traité constitutionnel européen. Oui, ce fut un temps extraordinaire de mobilisation populaire. Et cela a renversé le rapport de force. Troisième fois, tous ensemble. Et cela a renversé le rapport de force. Bien, on va pas l'oublier celui-là. Au fil des semaines et des mois, la campagne du non a grignoté le oui jusqu'à le mettre KO. Il n'est pas exagéré de dire que le résultat final, 55% de non avec une participation de 70%, a constitué une victoire écrasante du peuple de France, saluée par des Allemands, des Italiens et d'autres de pays membres de l'Union européenne qui, eux, étaient privés de référendum. C'était trop beau. La victoire était tellement écrasante, tellement évidente, que c'était trop beau. Mais les classes possédantes et dirigeantes, certes assommées par le résultat, n'ont pas lâché l'affaire. Elles ont échafaudé un plan B. Avec l'aval du gouvernement français et plus encore sa complicité, quitte à organiser un coup d'État parlementaire, car les représentants du peuple, majoritairement composés de pro-oui, ont franchi alors le Rubicon et ils sont devenus des traîtres. Preuve en est, réunis en congrès à l'initiative du président de la République, ils ont modifié la Constitution française, permettant ainsi d'adopter le traité de Lisbonne, très 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 proche du TCE. Alors, après, depuis cette forfaiture il y a 20 ans, quel bilan pour la France, pour les ouvriers, les employés, les services publics, la santé, l'agriculture, l'éducation, la protection sociale, la recherche, le pouvoir d'achat, l'emploi, l'industrie, l'environnement, et plus largement sur la démocratie, la souveraineté du pays, la souveraineté du peuple. Première conséquence, le taux d'abstention à toutes les élections a grimpé en flèche de manière durable. Je m'en étrangle. Et le Rassemblement national, lui, vit des jours heureux, tandis que le programme du Conseil national de la résistance est pilonné. 20 ans plus tard, le désastre social, économique, démocratique, environnemental a frappé sans discontinuer les catégories populaires, les couches moyennes, les artisans, les petits commerces, les fonctionnaires. L'ubérisation a explosé, tout comme le chômage, et en même temps, les droits sociaux, du travail, le statut des fonctionnaires, la retraite ont été ratiboisés. Des milliers d'entreprises ont fermé les portes ou ont délocalisé dans des pays de l'Union européenne où les salaires et la protection sociale sont moindres. Les privatisations suivies de l'ouverture à la concurrence européenne sont devenues légion. Citons entre autres la Poste, EDF, la SNCF et désormais la RATP, puisque depuis ce week-end, 36 bus roulent à Paris, en dehors de la RATP, ouverts à la concurrence
et les personnels afférents à la RATP sont littéralement transférés comme on transfère une tonne de marchandises quand on n'en a plus besoin. Le News Public Management a été mis en œuvre dans les hôpitaux publics pour les transformer en entreprises rentables. Comment c'est possible tout ça? Pas compliqué. L'application des directives de l'UE et au nom de l'Union européenne, dont la légitimité démocratique est en dessous de 0. La Commission européenne non élue par les peuples exerce en effet à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tandis que le Parlement européen est dépourvu de tout réel pouvoir. Mais plus grave encore, le Parlement français ne dispose pas du droit de voter des lois qui iraient à l'encontre de celles de l'UE. Elles seraient considérées, évidemment, comme inconstitutionnelles puisqu'elles figurent dans la Constitution française. Voilà ce qui s'est joué en 2008. Face à ce désastre et à la tutelle exercée par l'UE, y compris budgétaire et monétaire, en 2025, où sont passées les organisations qui ont combattu pour le non au TCE? Que disent-elles de l'Union européenne? Certes, elles sont critiques parfois sur les traités de libre-échange signés en notre nom, NOM, mais elles détournent le regard sur les causes profondes du système supranational qui détruit la nation, prive les citoyens de leur souveraineté et appauvrit les salariés, traités comme des variables d'ajustement au profit croissant et même exponentiel des grands actionnaires des multinationales de la finance, en bref, du système néolibéral mondialisé. Triste constat qui peut conduire à la désespérance, d'autant que les mesures de violence sociale et la répression comme mode de gouvernement impactent très durement la jeunesse, elle qui n'a connu que le règne néolibéral, la compétition entre les pays membres de l'UE, entre les salariés, et qui subit de plein fouet la propagande gouvernementale et médiatique. Triste constat qui devrait, au contraire, susciter la résistance et la lutte et le réveil de la gauche du non, qui a été maraboutée pourtant par la déesse Europa. Alors aujourd'hui, nous appelons ceux et celles qui ont dit non, NON, en 2005, à rejoindre l'appel pour un référendum. Nous rappelons aux organisations impliquées en 2005 qu'elles devraient aujourd'hui reprendre le flambeau militant pour s'engager dans la campagne que nous avons initiée et où chacune a sa place. Et si les directions ont changé de cap, eh bien leurs adhérents, leurs militants sont libres d'y prendre place dans notre campagne. Car au fond, qui peut dire non? Qui a le droit de dire non à un référendum? Personne. Y compris constitutionnellement. La peur, peut-être. La peur de perdre. Celle qui paralyse, la peur qui empêche d'avancer, ou tout simplement le manque de confiance dans la lucidité du peuple. Or, 2005 nous a justement prouvé le contraire. Alors, comme ça nous a prouvé le contraire, les pro-oui, ils ont peur du référendum, et il y a plein de pro-non qui ont peur du référendum, parce que tout le monde a peur de perdre. Mais on ne peut perdre ou gagner que si l'on combat, et pas si on tricote devant la télé ou qu'on joue avec son ordinateur. Attention, pas de méprise. Le rendez-vous du 31 mai 2025 est l'occasion pour celles et ceux qui ne renoncent ni à la devise républicaine, ni aux fondamentaux de la Révolution française, ni au programme du Conseil national de la résistance, ni aux avancées sociales acquises en 1936 et en mai 68, et au nom NOM du non de 2005 de se rassembler à Paris. Pas de méprise, nous ne sommes pas tournés vers le passé. L'histoire éclaire nos engagements d'aujourd'hui. Nous voulons contribuer à un avenir plus juste pour tous, à une société fraternelle. Nous voulons construire une société débarrassée de la violence généralisée générée par le néolibéralisme, forme actuelle du capitalisme.
Nous ne voulons ni de la guerre sociale, ni de la guerre économique, ni de la guerre armée qui menace, car ce sont toujours les mêmes, et en particulier la jeunesse, qui en paye les frais, et toujours les mêmes qui encaissent les dividendes. Alors, Jean Dunon de 2005, nouvelle génération qui vivait sous le joug de l'Union européenne et de ses politiques, rejoignez-nous, agissez pour un référendum de clarification sur l'appartenance de la France au système de l'Union européenne. Et si nous l'obtenons, ce référendum, alors vous, citoyens, vous obtiendrez la liberté de voter comme vous le voudrez. Une liberté qui n'a pas de prix. Voilà l'appel que nous lançons. Bon.